Imaginez que vous puissiez voyager dans l'univers en vous laissant porter par de la poussière spatiale, des météoroïdes, des comètes, ou même des planètes errantes. Ne serait-ce pas incroyablement cool? Cette idée est connue sous le nom de panspermie. Elle a captivé les esprits pendant des siècles, mais malgré son attrait, elle n'a pas beaucoup gagné en popularité auprès des scientifiques classiques. Cela s'explique principalement par le fait qu'elle n'explique pas comment la vie est apparue, et qu'on ne peut pas la tester facilement. Cependant, certains événements ont ravivé l'intérêt des gens pour cette théorie, même chez les sceptiques. L'un de ces événements a été l'apparition du mystérieux Oumuamua dans notre système solaire en 2017. Oumuamua est un objet étrange qui a traversé notre système solaire à une vitesse stupéfiante. C'est le premier objet interstellaire repéré en train de traverser notre voisinage, et le premier astéroïde hyperbolique détecté, c'est-à-dire un objet dont l'orbite n'est pas liée au Soleil. Les observations ont montré que Oumuamua était probablement un objet très allongé, en forme de cigare. Dans l'ensemble, il s'agit d'un corps extrêmement atypique. Les scientifiques n'ont pas réussi à déterminer de quoi il s'agissait exactement. Certains ont suggéré qu'il s'agissait d'une comète, d'autres d'un astéroïde, et d'autres encore d'un morceau d'hydrogène gelé. En avril 2020, des astronomes ont présenté un nouveau scénario concernant son origine. Selon leur hypothèse, Oumuamua pourrait être le fragment d'une planète perturbée par un phénomène de marée. Si cette hypothèse est confirmée, Oumuamua deviendrait un objet rare, d'un type beaucoup moins abondant que la plupart des astéroïdes ou des comètes extrasolaires de type boule de neige sale. Ce qui rend Oumuamua particulièrement intéressant pour les partisans de la théorie de la panspermie, c'est qu'il s'agit d'un visiteur d'un autre système stellaire. Il est donc possible qu'il ait transporté de la vie à travers la galaxie. L'idée de la panspermie suppose 3 étapes. La fuite hors d'une planète, le transit dans l'espace interplanétaire et l'atterrissage sur une autre planète. Oumuamua suggérerait donc que la panspermie est chose possible. Une étude concernant Oumuamua et l'hypothèse de la panspermie a récemment été publiée. Elle a été menée par David Cao, de la Thomas Jefferson High School for Science and Technology, et stagiaire à l'université Johns Hopkins. Son étude examine le nombre d'objets similaires à Oumuamua pouvant exister, et les propriétés qu'il devrait présenter pour transporter de la vie en toute sécurité à travers le cosmos. Les chercheurs ont examiné différents types de débris spatiaux, tels que des astéroïdes et des comètes, et ont estimé leur capacité à protéger une forme de vie hypothétique des rayonnements nocifs, en particulier des rayons gamma émis par les supernovas. Selon la taille de ces objets, les radiations intenses pourraient stériliser les micro-organismes présents à leur surface. D'après leurs conclusions, les débris spatiaux constitués de matériaux tels que le nickel ou le silicate pourraient offrir une protection suffisante. Mais pour qu'un passager puisse survivre, il faudrait qu'il ait une taille minimale d'environ 640 cm. Les auteurs de l'étude ont également tenté d'évaluer la probabilité que des extrémophiles, des organismes capables de survivre dans des environnements extrêmes, aient pu être transportés sur Terre de cette manière. Ils ont calculé qu'environ 40 000 objets d'au moins 10 mètres de diamètre ont pu entrer en contact avec la Terre au cours de ces 800 premiers millions d'années d'existence. Ce chiffre peut sembler élevé, mais les chances que la Terre ait été ensemencée par la panspermie sont extrêmement faibles, moins de 0,001% selon l'étude. Il est intéressant de noter que les chercheurs n'ont pas seulement considéré la Terre comme un destinataire de la panspermie, mais aussi comme une source potentielle. Si la Terre ou une autre planète habitable éjectait dans l'espace des matériaux porteurs de vie, ceux-ci pourraient, en théorie, ensemencer d'autres planètes dans la galaxie. L'étude suggère que, dans des conditions favorables, jusqu'à 100 000 planètes semblables à la Terre dans la Voie lactée pourraient abriter de la vie à la suite de ce processus d'ensemencement. Toutefois, de nombreux facteurs restent incertains. Par exemple, le nombre de planètes errantes ou flottantes dans la galaxie pourrait affecter de manière significative l'hypothèse de la panspermie. Il est à espérer que lorsque nous en saurons plus sur ces planètes et sur la densité globale de la matière interstellaire, nous comprendrons mieux ce qu'est ce phénomène. Les scientifiques ont également souligné que les conditions dans la galaxie n'ont pas toujours été ce qu'elles sont aujourd'hui. Par exemple, lors d'un événement connu sous le nom de grand bombardement tardif, le taux d'impact sur la Terre et d'autres corps du système solaire était 100 à 500 fois supérieur à ce qu'il est actuellement. Si des phénomènes similaires se sont produits dans d'autres systèmes stellaires, cela pourrait signifier que la réalité de la panspermie est beaucoup plus probable. Une théorie provocante suggère que la mystérieuse comète Oumuamua pourrait être une sonde de von Neumann, un vaisseau spatial extraterrestre équipé de moteurs défectueux, errant sans contrôle à travers notre système solaire.
Bien que cette idée soit troublante, il convient tout d'abord de préciser ce qu'est une sonde de von Neumann. Le mathématicien John von Neumann a introduit le concept de vaisseaux spatiaux capables de se répliquer eux-mêmes, imitant ainsi certaines caractéristiques des organismes vivants ou des virus. Ces vaisseaux hypothétiques, rapidement surnommés sondes de von Neumann, étaient envisagés comme une solution efficace pour accomplir des tâches à grande échelle, telles que l'exploitation des ressources des ceintures d'astéroïdes ou des lunes. Von Neumann estimait que leur capacité de reproduction exponentielle pourrait constituer un atout considérable pour leurs concepteurs. En théorie, une sonde autoréplicante pourrait être envoyée dans un système planétaire voisin afin d'y identifier des ressources. Ces matériaux, prélevés sur des lunes, des astéroïdes ou des géantes gazeuses, serviraient ensuite à fabriquer des copies de la sonde elle-même. Ces copies seraient à leur tour envoyées vers d'autres systèmes planétaires, tandis que la sonde d'origine continuerait à remplir son objectif principal au sein du système stellaire dont elle est issue. Ce modèle reproduit indéniablement les mécanismes de reproduction des bactéries, ce qui conduit certains experts à considérer que les machines de von Neumann pourraient être perçues comme une forme de vie artificielle. Par ailleurs, une théorie avance qu'un vaisseau spatial autoréplicant pourrait coloniser une galaxie de la taille de la Voie lactée en à peine un demi-million d'années, même en se limitant à des méthodes conventionnelles de voyage interstellaire. Autrement dit, il n'aurait pas besoin de recourir à une propulsion hypothétique dépassant la vitesse de la lumière. En 1981, le physicien, mathématicien et cosmologiste Frank Tipler a avancé l'idée que l'intelligence extraterrestre ne pouvait exister au motif que personne n'avait jamais observé de sonde de von Neumann. En supposant un rythme de réplication modéré, ces sondes devraient déjà être largement répandues dans l'univers. Leur absence d'observation soulève donc une question troublante. Cela pourrait-il signifier que l'intelligence extraterrestre n'existe pas? Les astronomes Carl Sagan et William Newman ont apporté une réponse aux arguments de Tipler. Ils ont suggéré que ce dernier avait peut-être surestimé les taux de réplication possibles. Si ces sondes de von Neumann existaient, elles auraient déjà consommé une part significative de la masse de notre galaxie. Cela amène à penser que toute civilisation avancée éviterait délibérément de créer de telles sondes, ou s'efforcerait de les neutraliser dès leur détection. Une autre hypothèse avancée pour expliquer leur absence est que les civilisations capables de concevoir de tels dispositifs s'éteindraient vraisemblablement avant même de parvenir à les concevoir. En tout état de cause, la capacité présumée des sondes de von Neumann semble peu réaliste. Mais alors, comment interpréter Oumuamua? Aujourd'hui, les scientifiques utilisent des outils d'imagerie avancés pour étudier une immense comète en forme de cigare, qui pourrait être, ou non, une sonde extraterrestre. Une hypothèse évoque qu'il s'agirait d'un vaisseau spatial appartenant à une civilisation inconnue, dont les moteurs seraient défectueux, dérivant ainsi à travers notre système solaire. Si tel était le cas, cet objet pourrait s'apparenter à une sonde de von Neumann. Le docteur Jason Wright, de l'université de Penn State, suggère qu'un vaisseau extraterrestre en panne pourrait adopter un comportement similaire à celui d'Oumuamua. Contrairement aux autres corps célestes, ce mystérieux voyageur de l'espace, mesurant environ 400 mètres de long pour 36 mètres de large, ne suit pas une trajectoire classique. Il semble tourbillonner à travers notre système solaire, se déplaçant actuellement à une vitesse d'environ 320 000 km/h. Dans son blog, le Dr Wright explique qu'un tel appareil, s'il était abandonné et incapable de quitter la galaxie, pourrait se thermaliser avec les étoiles environnantes, dérivant alors comme une comète ou un astéroïde interstellaire. Perte de contrôle d'attitude et rotation aléatoire deviendraient des signes distinctifs, le différenciant des astéroïdes classiques. Par ailleurs, même si ces systèmes de propulsion étaient hors service, ces émetteurs radio pourraient encore fonctionner. Quoi qu'il en soit, il ne s'agit pour l'instant que d'une théorie nécessitant des recherches approfondies. Selon vous, Oumuamua est-il simplement un objet rocheux ou une véritable sonde extraterrestre? Nous entendons souvent parler de grandes menaces, des maladies terribles, des catastrophes naturelles ou même un astéroïde qui s'écraserait sur la Terre. Il s'agit de graves dangers qui font l'objet de nombreuses études parce qu'ils pourraient nous nuire dans un avenir proche. Mais il est une menace dont on entend assez peu parler, l'expansion de l'univers lui-même. S'il n'y a pas lieu de s'affoler pour l'instant, cela pourrait devenir un gros problème à plus ou moins long terme. Les expériences montrent que notre univers est en constante expansion. Cette expansion peut être décrite de la manière suivante.
Imaginez deux fourmis assises sur un ballon qui ne cesse de grossir. La distance entre les deux fourmis augmente constamment. Le processus d'expansion de l'univers est tout à fait similaire. Un physicien nommé Dan Hooper, du Fermi National Accelerator Laboratory, a réfléchi à la manière dont l'expansion nous affecte. Selon la loi de Hubble, la vitesse à laquelle deux objets s'éloignent est proportionnelle à la distance qui les sépare. Cela signifie que plus les objets sont éloignés, plus ils s'éloignent rapidement l'un de l'autre. Pour les objets qui sont très éloignés, cette vitesse se rapproche de la vitesse de la lumière. En d'autres termes, il existe une région de l'espace qui s'éloigne de nous à une vitesse supérieure à celle de la lumière, ce qui signifie qu'elle ne peut pas nous transmettre d'informations. On appelle la limite de cette zone l'horizon cosmique. C'est la limite de la portion de l'univers que nous pouvons voir ou avec laquelle nous pouvons interagir. Tout ce qui se trouve au-delà de l'horizon cosmique est hors de portée. Et il pourrait y avoir toutes sortes de choses là-bas. Des galaxies, des étoiles, peut-être même d'autres civilisations. Mais l'expansion de l'univers est de plus en plus rapide, et de plus en plus de galaxies sont repoussées au-delà de cet horizon. Cela signifie qu'au fil du temps, certaines parties de l'univers disparaîtront à jamais de notre vue. Qu'est-ce que cela signifie pour la région dans laquelle nous vivons, et que les scientifiques appellent le groupe local? Il s'agit d'un ensemble d'une 50aine de galaxies, dont notre Voie lactée, qui sont liées par la gravitation. Elles ne s'éloignent pas les unes des autres comme d'autres galaxies. Leur gravité assure leur cohésion. Dans quelques milliers de milliards d'années, ces galaxies devraient entrer en collision et former une supergalaxie. Mais le hic, c'est qu'avec l'expansion continue de l'univers, toutes les galaxies situées en dehors du groupe local finiront par être repoussées au-delà de l'horizon cosmique. Selon Hooper, dans une centaine de milliards d'années, tout ce qui se trouve au-delà du groupe local deviendra totalement inobservable et inaccessible. La grande question est donc la suivante. Y a-t-il quelque chose qu'une civilisation avancée puisse faire pour lutter contre l'expansion de l'univers? Avant d'essayer de répondre à cette question, revenons à une idée issue des années 60, époque où le célèbre physicien Freeman Dyson a suggéré que des civilisations avancées pourraient tenter de capter autant d'énergie que possible de leurs étoiles. Il a imaginé le concept de sphère de Dyson, une structure géante construite autour d'une étoile pour en capter toute l'énergie. Si une civilisation avancée construisait l'une de ces sphères, elle pourrait utiliser toute l'énergie de son étoile pour alimenter ses technologies et ses villes. Voici maintenant le point de vue de Hooper sur cette idée. Il suggère que les civilisations avancées pourraient construire des sphères de Dyson, qui non seulement captureraient l'énergie, mais aussi déplaceraient les étoiles. La sphère de Dyson émettrait de l'énergie dans une direction spécifique, et ce rayonnement agirait comme une sorte de fusée, poussant l'étoile dans la direction opposée. Au fil du temps, ces civilisations pourraient rassembler des étoiles et les garder à proximité, les empêchant de dériver au-delà de l'horizon cosmique à mesure que l'univers s'étend. Mais toutes les étoiles ne conviendraient pas. Les très grosses étoiles consomment leur carburant trop rapidement, de sorte qu'elles manqueraient d'énergie avant que vous ne puissiez les déplacer. À l'inverse, les très petites étoiles ne produisent pas assez d'énergie pour se déplacer assez rapidement et rester à l'intérieur de l'horizon cosmique. Les meilleures candidates sont donc les étoiles qui font à peu près la taille de notre Soleil. Elles durent suffisamment longtemps et produisent une quantité d'énergie adéquate. Et maintenant, voici l'aspect le plus amusant. Si des civilisations avancées ont déjà commencé à collecter des étoiles, nous pourrions être en mesure de les voir. Selon Hooper, ces régions de collecte d'étoiles pourraient se présenter sous la forme d'immenses zones spatiales pouvant atteindre des dizaines de millions d'années-lumière de diamètre. Et là, la plupart des étoiles, voire toutes, seraient entourées de sphères de Dyson. Bien entendu, les travaux de Hooper reposent même sur plusieurs hypothèses importantes. La première est que les civilisations avancées chercheraient à maximiser leur consommation d'énergie. Mais ce n'est peut-être pas le cas. Peut-être apprendront-elles à vivre avec moins d'énergie et ne ressentiront-elles pas le besoin de rassembler les étoiles. La deuxième hypothèse est que l'univers est en expansion permanente et que cette expansion s'accélère. Si la plupart des cosmologistes pensent que c'est bien le cas, la question n'est pas totalement réglée. Certains scientifiques ne sont toujours pas convaincus par l'idée que l'univers ne cesse de s'étendre de plus en plus vite, car cela semble enfreindre certaines règles fondamentales de la physique, telles que la conservation de l'énergie. Par conséquent, si les civilisations avancées ne collectent pas d'étoiles, ce n'est peut-être pas parce qu'elles ne le souhaitent pas.
Il se pourrait que notre compréhension de l'univers soit tout simplement erronée et que l'expansion ne se produise pas comme nous le pensons. Une sphère de Dyson constitue un concept théorique d'envergure. Une structure colossale entourant une étoile, composée de plateformes orbitales disposées en formation compacte. Ce projet est envisagé comme une solution ultime, tant pour répondre aux besoins énergétiques que pour offrir un espace habitable. Une telle réalisation permettrait d'exploiter chaque rayon et toute la chaleur émise par l'étoile, tout en créant une immense surface de vie. La première personne à théoriser une construction aussi étrange fut le physicien théoricien américano-britannique Freeman Dyson. Selon lui, une civilisation extraterrestre intelligente pourrait envisager de construire cette sphère après avoir colonisé certaines lunes et planètes dans son voisinage stellaire local. Avec la croissance de leur population, ces extraterrestres auraient besoin de plus en plus d'énergie pour soutenir leur mode de vie. Dyson a estimé qu'en supposant une croissance démographique d'1% par an, cette civilisation verrait ses besoins en espace et en énergie multipliés par 1000 milliards en seulement 3 millénaires. Si son système solaire abritait un objet céleste de la taille de Jupiter, il lui serait possible de le démanteler pour en disperser la masse sous forme d'une coquille sphérique. En érigeant une structure à une distance équivalente au double de celle séparant la Terre du Soleil, la quantité de matériaux disponibles permettrait de créer une multitude de plateformes orbitales. Chacune de ces plateformes pourrait mesurer entre 6 et 10 pieds d'épaisseur, offrant ainsi à cette civilisation la possibilité de s'établir sur les faces orientées vers l'étoile. Une coque de cette épaisseur serait suffisamment solide pour être habitable et intégrer tout l'équipement nécessaire pour capter l'énergie solaire sans risquer de se rapprocher de l'étoile. Cependant, après avoir absorbé toute cette énergie solaire, la sphère devrait la réémettre pour éviter une accumulation qui la ferait inévitablement fondre. Ainsi, une étoile enveloppée dans une sphère de Dyson apparaîtrait assombrie, voire totalement occultée, selon la densité des plateformes orbitales. En même temps, elle émettrait un rayonnement inhabituellement intense dans les longueurs d'onde infrarouges, invisibles à l'œil nu. En raison de l'émission de rayonnement infrarouge, les sphères de Dyson sont classées parmi les technosignatures, des indices d'activité que les astronomes peuvent exploiter pour détecter des formes de vie intelligentes dans l'univers. Certains chercheurs terrestres possèdent des cartes infrarouges du ciel nocturne qu'ils scrutent dans l'espoir d'identifier de pareilles structures. Cependant, jusqu'à ce jour, aucune sphère de Dyson n'a été découverte. Toutefois, une étude a proposé plusieurs candidates pouvant être des sphères de Dyson. Les auteurs de cette recherche ont traité d'énormes quantités de données en utilisant un pipeline spécifique pour combiner et analyser les informations. L'un des critères essentiels de cette recherche est la détection d'un excès de rayonnement infrarouge, tout en veillant à distinguer ce rayonnement de celui émis par des objets naturels. Après avoir effectué un filtrage complexe de millions d'objets, les chercheurs ont donc identifié 7 candidates potentielles, mais une analyse plus approfondie est nécessaire pour en confirmer la nature. Les scientifiques prévoient d'utiliser la spectroscopie optique, qui pourrait offrir des informations supplémentaires sur ces objets et leurs origines. Cependant, ils soulignent que ces candidates pourraient être également expliquées par d'autres phénomènes, comme des disques de débris ou des disques protoplanétaires autour de jeunes étoiles. Seules des recherches supplémentaires permettront de déterminer si ces objets sont vraiment des traces d'autres civilisations parmi les systèmes stellaires. Pour le moment, la question demeure sans réponse. Il est intéressant de noter que les sphères de Dyson ont souvent été abordées dans la science-fiction. Dès 1937, dans son roman Star Maker, Olaf Stapledon décrivait des systèmes d'une galaxie particulière, entourés par une brume de pièges à lumière, concentrant l'énergie solaire à des fins intelligentes, ce qui expliquait l'obscurcissement total de la galaxie. Dans un autre roman, Ringworld, l'auteur imaginait une structure artificielle en forme d'anneau, en orbite autour d'une étoile. Arrêtez un instant ce que vous êtes en train de faire et réfléchissez à ceci. Où allons-nous ? Je ne parle pas seulement de vous ou de moi, mais de notre planète et de tout le système solaire. Nous voyageons dans l'espace depuis une éternité, mais ce voyage a-t-il un but ou une destination ? Le système solaire se déplace à une vitesse de 725 000 km/h. Notre belle Terre bleue est blottie à l'intérieur. Et il semble que notre région soit plutôt calme et sûre. Rien à voir avec les expériences terrifiantes que vivent nos voisins célestes. Mais où allons-nous ? Nous contentons-nous de décrire un cercle gigantesque ? Pas vraiment.
Apparemment, notre galaxie et plusieurs galaxies voisines sont attirées vers une certaine région de l'espace. Celle-ci se trouve à environ 150 millions d'années-lumière. Mais le pire, c'est que nous ne savons pas de quoi il s'agit exactement. Du coup, nous appelons cette zone le Grand Attracteur. Cet endroit étrange se trouve malheureusement de l'autre côté de la Voie lactée. Par conséquent, nous ne pouvons pas le voir. Cette région du ciel est connue sous le nom de zone d'évitement. Et cela explique en partie pourquoi le Grand Attracteur est si mystérieux. Cette zone se trouve dans la direction générale du centre de notre galaxie. Mais la poussière et le gaz y sont trop abondants pour que nous puissions voir loin dans le spectre visible. Mais les astronomes arrivent suffisamment à voir pour comprendre que notre galaxie, ainsi que ses voisines, se déplacent toutes vers le Grand Attracteur. Cela signifie que quelque chose doit les faire se précipiter dans cette direction. S'agirait-il d'un trou noir gargantuesque caché dans l'obscurité du cosmos, qui attire les objets vers lui et les dévore? Ou s'agit-il de quelque chose d'encore plus étrange et dangereux? Ce que nous savons avec certitude, c'est que cette chose est incroyablement massive. Pour la première fois, des preuves de l'existence du Grand Attracteur ont été découvertes dans les années 1970. À l'époque, les scientifiques ne disposaient pas de l'équipement nécessaire pour voir à travers la zone d'évitement. Cette région bloque la majeure partie de la lumière visible produite au-delà. Mais la bonne nouvelle, c'est que ce gaz et cette lumière ne peuvent pas bloquer toute la lumière infrarouge et les rayons X. Ainsi, lorsque l'astronomie à rayons X est devenue plus puissante, il nous a été possible de jeter un coup d'œil aux objets qui se trouvent dans cette région. Il s'est avéré qu'il y avait un énorme superamas de galaxies dans la zone du Grand Attracteur. Il est aujourd'hui connu sous le nom d'amas de la Règle. Cette énorme structure, composée de milliers de galaxies, a une masse d'environ 1000 milliards de soleils. L'amas de la Règle est donc véritablement massif. Et les galaxies semblent se rapprocher de lui. Mais cela n'explique pas tous les mouvements dans cette région. Maintenant, je vais vous dire quelque chose d'encore plus déroutant. La masse du Grand Attracteur n'est pas suffisante pour expliquer l'attraction. Si nous regardons une image plus vaste des galaxies, il apparaît clairement que le Grand Attracteur et les galaxies qui l'environnent se déplacent vers quelque chose de plus grand encore. Ce mastodonte de l'espace est connu sous le nom de superamas de Shapley. Il se compose de plus de 8000 galaxies et est aussi massif que 10 millions de milliards de soleils, voire plus. Ce superamas est le plus grand amas de galaxies connu dans un rayon d'1 milliard d'années-lumière. Et tout ce qui existe dans l'univers, la Terre, le système solaire et même le Grand Attracteur se rapproche de lui. Pour l'instant, les astronomes continuent de se renseigner sur le Grand Attracteur. Le télescope spatial Hubble se concentre désormais sur la région de l'espace où il se trouve. La plus grande galaxie visible dans la région de l'amas de la Règle est SO 137-002. Il s'agit d'une galaxie spirale dont le bulbe est traversé par de grands nuages de poussière. Malheureusement, Hubble, qui est un télescope optique, ne peut pas voir la queue de rayons X qui s'échappe de la galaxie. D'une manière générale, il est difficile d'observer le Grand Attracteur dans les longueurs d'onde optiques. Le plan de la Voie lactée éclipse et masque de nombreux objets situés derrière elle. Et même si l'on peut obtenir quelques informations grâce à des observations dans l'infrarouge ou par radio, la région située derrière le centre de la Voie lactée reste un mystère presque entier. Même s'il peut sembler que la science a atteint un niveau où plus aucun mystère ne subsiste, ce n'est pas tout à fait vrai. Et aucun physicien moderne n'oserait supposer que notre connaissance de l'univers est sur le point d'être achevée. Sur quoi les scientifiques s'interrogent-ils encore? Essayons d'y répondre. Tout d'abord, l'énergie noire continue encore aujourd'hui d'intriguer les chercheurs, car quelque chose dans l'univers ne semble pas exactement collé. Bien que la gravité tire l'espace-temps, le tissu même du cosmos, vers l'intérieur, l'univers est en expansion constante, et ce processus s'accélère. C'est ainsi qu'est né le concept d'énergie noire. Il s'agit d'un agent invisible qui s'opposerait à la gravité en repoussant l'espace-temps. Le principe est le suivant. L'univers se dilate, l'espace gagne du terrain, et, du même coup, l'énergie noire augmente. Selon les astronomes, cette énergie invisible représenterait plus de 70% de l'univers. Mais personne ne sait comment, ni où la chercher. Ensuite, il y a la matière noire. Environ 84% de la matière de l'univers n'émet ni n'absorbe de lumière. Les scientifiques appellent cette matière, qui ne peut être ni vue directement ni détectée par des moyens indirects, la matière noire.
Son existence est déduite des effets qu'elle a sur la matière visible, le rayonnement et la structure même de l'univers. Quelques détecteurs spéciaux sont à l'affût des particules massives interagissant faiblement, dont la matière noire pourrait être composée. Mais jusqu'à présent, rien n'a été trouvé. L'une des études les plus récentes affirme que la matière noire pourrait produire de longs courants à grains fins qui rayonneraient à partir de la Terre comme autant de cheveux et se répandraient dans tout l'univers. Mais cela n'a pas encore été prouvé. Enfin, il y a la question de l'antimatière, soit la jumelle de notre bonne vieille matière, chargée et tournant en sens inverse. La question qui se pose ici est de savoir pourquoi il y a plus de matière que d'antimatière dans notre univers. Il serait logique de supposer que l'univers veuille traiter la matière et l'antimatière de la même manière. Ainsi, au moment du Big Bang, des quantités égales de matière et d'antimatière auraient dû être produites, n'est-ce pas? Eh bien, ce n'est pas le cas. Si les choses s'étaient passées comme ça, ces deux éléments se seraient totalement annihilés. Les protons auraient annulé les antiprotons, les électrons, les antiélectrons, et ainsi de suite. Ce processus n'aurait laissé derrière lui qu'une étendue sans vie et sans matière. Heureusement, pour une raison mystérieuse, lorsque l'univers a débuté, il y avait un excédent de matière. Elle n'a pas été annihilée. Et c'est ainsi que tout a commencé. Mais cette explication fait encore débat. Ensuite, il y a les questions relatives à la physique des particules, qui sont à l'origine de nombreux problèmes non résolus. La sonoluminescence en fait partie. Permettez-moi de vous expliquer. Supposons que vous preniez de l'eau et que vous la soumettiez à des ondes sonores. Il se forme alors des bulles, c'est-à-dire des zones de basse pression entourées de haute pression. Lorsque la pression extérieure exerce une pression sur l'air à basse pression, les bulles s'effondrent. Mais en s'effondrant, elles émettent de la lumière, même si leurs éclairs ne durent pas plus d'un trillionième de seconde. Ce qui gêne les scientifiques, c'est que la source de cette lumière est incertaine. Il existe bien sûr quelques théories. Certains experts pensent que de minuscules réactions de fusion nucléaire pourraient être impliquées dans le processus. D'autres pensent qu'une sorte de décharge électrique entre en jeu. Il y a aussi l'idée du réchauffement par compression des gaz à l'intérieur des bulles. Aucune de ces théories n'a encore été acceptée. Cela peut paraître surprenant, mais nous n'avons pas non plus encore élucidé ce qu'est exactement la gravité. Les autres forces dépendent de particules, mais pas la gravité. Certaines théories affirment que celle-ci pourrait être véhiculée par une hypothétique particule dépourvue de masse, appelée graviton. Mais personne n'a encore jamais vu de graviton. Nous ne savons même pas quel type de détecteur permettrait de les identifier. Si les gravitons entrent en contact avec la matière, et nous n'en sommes même pas sûrs, ils le font extrêmement rarement. Il existe également une théorie selon laquelle les gravitons seraient des boucles d'énergie fermées, mais là encore, il ne s'agit que d'une hypothèse. Des tonnes d'autres questions sans réponse préoccupent nos physiciens. Que se passe-t-il à l'intérieur d'un trou noir? La théorie des cordes est-elle pertinente? Quel est le destin de notre univers? Vivons-nous dans un faux vide? Espérons qu'un jour, nous trouverons les réponses à tous ces mystères. En 2017, un objet étrange a été repéré dans notre système solaire. Il avait une forme oblongue, un peu semblable à une crêpe. Aucun des astéroïdes ou comètes que nous ayons jamais observés ne ressemble à ça. Sa surface était également singulière. Elle était au moins 10 fois plus réfléchissante que la moyenne des objets dérivant dans l'espace. Certains ont affirmé qu'il avait une enveloppe comparable à du métal poli. Quand il est passé près du Soleil et s'est éloigné de notre orbite, il a accéléré au-delà de ce que notre gravité suffirait à expliquer. À première vue, on aurait dit que cette chose avait une fusée attachée dans le dos. Ce visiteur inhabituel a même reçu son propre nom, Oumuamua. Il nous vient de la langue hawaïenne et se traduit par éclaireur ou visiteur d'une terre lointaine. Et en raison de ses caractéristiques, les scientifiques n'ont pas tardé à se demander si c'était enfin la visite d'un peuple extraterrestre. Avant de se lancer à corps perdu dans des hypothèses de science-fiction, les astronomes ont d'abord rassemblé les informations dont ils étaient sûrs. À commencer par le fait qu'Oumuamua devait provenir d'un autre système solaire. Un événement imprévu dans son système d'origine a probablement conduit à son éjection. Ce qu'on ne savait pas, c'est s'il s'agissait d'une comète ou d'un astéroïde. Ce sont tous deux des objets célestes orbitant autour d'un soleil. Mais ils ont des compositions et des comportements radicalement distincts. Les comètes sont principalement composées de glace, de poussière et de roches, et sont parfois appelées des boules de neige sales. Lorsqu'une comète s'approche du Soleil, la chaleur provoque la vaporisation de la glace,
libérant du gaz et des particules de poussière dans l'espace. Cela crée une queue lumineuse et scintillante qui peut s'étendre sur des millions de kilomètres. Les comètes présentent généralement une orbite elliptique, les emmenant souvent des confins les plus éloignés du système solaire, au plus près du Soleil. Les astéroïdes, pour leur part, sont principalement composés de roches et de métaux. Dans notre voisinage immédiat, ils sont les vestiges de la formation du système solaire et se retrouvent généralement dans la ceinture d'astéroïdes qui s'étend entre Mars et Jupiter. Contrairement aux comètes, les astéroïdes n'abordent pas de queue lorsqu'ils s'approchent du Soleil, car ils n'ont pas de glace. Leurs orbites suivent généralement une trajectoire plus circulaire par rapport aux comètes. Selon toute vraisemblance, Oumuamua devrait être une comète, car il semble provenir d'un endroit différent de l'univers. Pourtant, il ne présente pas les signes typiques d'une activité cométaire. Attendez une minute. Le cométaire se passe-t-il de commentaires? À vous de voir. Oumuamua ne possède pas de queue et ne recrache pas de gaz lors de son passage, contrairement à moi. Quoiqu'il se comporte plutôt comme une comète, il ressemble davantage à un astéroïde. Une autre grande question est comment les scientifiques ont bien pu parvenir à repérer Oumuamua en premier lieu. Compte tenu de l'immensité de l'espace-temps, c'est tout à fait remarquable. Les étoiles ont des durées de vie s'étendant sur des millions, voire des milliards d'années. Et la formation d'un système solaire prend plusieurs centaines de millions d'années. Même les objets les plus rapides mettent des dizaines de millénaires à voyager d'une étoile à une autre. En revanche, les humains n'observent le ciel avec leur télescope que depuis environ 400 ans, soit une infime fraction du temps cosmique. Et ce n'est que ces dernières décennies, voire ces dernières années, que nous avons obtenu la technologie permettant de détecter et de suivre des objets rapides et peu lumineux. Soit de telles roches sont très répandues, soit nous avons eu énormément de chance avec nos instruments, ou bien Oumuamua voulait simplement être vu. Une autre question concerne la région d'origine de pareils objets. Il est très peu probable qu'Oumuamua provienne d'un système solaire mature et stable. C'est parce que de tels systèmes n'éjectent pas assez de matière pour se répandre à travers la galaxie. Une roche peut parfois être projetée, mais elle pourra rarement aller aussi loin. Les systèmes plus jeunes, cependant, agissent différemment. Dans ces environnements chaotiques, des collisions, fusions et autres migrations se produisent tout le temps. Beaucoup de petites roches errent ainsi et sont les parfaites candidates pour l'éjection. Le système solaire qui a éjecté Oumuamua doit avoir eu une planète similaire à Jupiter. Sa taille massive et sa gravité pourraient influencer d'autres objets à travers le système, provoquant potentiellement des éjections. Mais tous les systèmes solaires ne développent pas des planètes de la taille de Jupiter. Souvent, ces planètes massives finissent par se rapprocher de leurs étoiles, devenant des versions plus chaudes de la géante gazeuse. De telles planètes, en orbite proche autour d'un soleil, sont moins susceptibles d'éjecter de la matière au loin. Des planètes semblables à Neptune pourraient également avoir joué un rôle. Bien qu'elles ne soient pas aussi massives que Jupiter, elles ont tendance à élire domicile près de la périphérie des systèmes solaires. Notre propre système possède ainsi la ceinture de Kuiper, un véritable réservoir de comètes, dans sa périphérie. Au cours des premières étapes de la formation d'un système solaire, les interactions entre des planètes comparables à Neptune et de tels débris sont courantes. Toutefois, la découverte de pareilles planètes dans d'autres systèmes s'est avérée difficile. Nos méthodes de détection des exoplanètes fonctionnent mieux avec des objets massifs, proches de leurs astres, ce qui complique la détection de leurs homologues plus éloignés. Oumuamua s'est également trouvé associé à une certaine théorie sur la façon dont la vie serait apparue dans l'univers. La panspermie. C'est une hypothèse qui suggère que la vie existe partout dans l'univers et peut être distribuée entre les planètes par divers moyens, tels que les astéroïdes, les comètes et même les vaisseaux spatiaux. Elle affirme que la vie doit être originaire d'une région donnée de l'univers, après quoi elle s'est propagée vers d'autres corps célestes. Les adeptes de cette théorie suggèrent donc que de tels objets interstellaires pourraient potentiellement transporter de minuscules microbes, ces composants fondamentaux de la vie, entre les systèmes stellaires. Si de tels objets devaient percuter une planète ou une lune, ils pourraient transformer ces organismes étincementeurs en corps célestes. Pour l'instant,
Il n'existe aucune preuve soutenante dit que cet objet en particulier ait transporté la vie entre les systèmes solaires. Après des années de recherche, le consensus général est que Oumuamua était bien une comète. La raison pour laquelle elle se déplace de manière si étrange est qu'elle pourrait présenter de l'hydrogène gelé à sa surface, qui réagit au contact de la lumière du Soleil. Plus elle se rapprochait de notre astre, plus elle allait vite, libérant cet hydrogène et changeant également de trajectoire à travers notre système solaire. Sa couleur tend également à appuyer cette théorie. Elle est rouge, ce qui pourrait signifier qu'elle a été frappée par des rayons cosmiques pendant longtemps. Plus elle a été bombardée par ces rayons, plus elle a accumulé d'hydrogène au cours du processus. Mais comme ils ne peuvent pas en être tout à fait sûrs, les astronomes ont prévu de suivre ce visiteur. L'idée est d'envoyer une mission pour l'examiner. Il se trouve déjà bien loin de nous, mais il n'est peut-être pas encore trop tard. Nous pourrions être en mesure d'envoyer une sonde assez rapide pour rattraper la comète. Ce plan a été baptisé Projet Lyra et vise à exploiter l'orbite de la Terre et celle de Jupiter de façon à envoyer une sonde assez loin pour atteindre Oumuamua. Si cela fonctionne, ce sera l'engin spatial le plus rapide que nous ayons jamais envoyé dans l'univers. La trajectoire de la sonde spatiale impliquerait d'utiliser l'attraction de notre planète et celle de Jupiter comme un effet de fronde gravitationnelle. La sonde quitterait d'abord notre planète, puis retournerait dans l'orbite terrestre avant de partir à la rencontre de l'attraction de Jupiter. Elle serait renvoyée près de notre planète une seconde fois, où elle serait éjectée avec une force suffisante pour atteindre la comète. Le projet Lyra vise également à suivre un second visiteur lointain, dénommé Borisov. Cette comète a été découverte par un astronome amateur et porte maintenant son nom. Ce qui est fascinant à son sujet, c'est que, elle est proprement impeccable. Tout comme notre expérience avec Oumuamua, nous n'avons jamais rien observé de semblable à Borisov non plus. Les études de la lumière provenant de son enveloppe de poussière et de gaz montrent qu'elle est assez propre comparée à d'autres objets spatiaux. Après avoir été repérée pour la première fois en août 2019, les astronomes ont étudié sa trajectoire à travers notre système solaire et en ont conclu qu'elle provenait également d'une autre étoile. Mais Borisov nous a donné plus de temps pour l'étudier, car nous l'avons repéré plus tôt dans son périple à travers notre voisinage. Les chercheurs ont utilisé des télescopes avancés pour examiner la poussière émanant de Borisov. Ils ont découvert qu'elle dégageait plus de 180 kg de poussière chaque seconde. On a également constaté que Borisov contenait plus de monoxyde de carbone que les comètes de notre système solaire en général. Néanmoins, cette quantité n'est pas la même partout sur la comète. Cela nous indique que l'objet spatial a probablement commencé à se former près de son étoile d'origine avant de s'en éloigner. Peut-être à cause de planètes plus grandes dans son voisinage immédiat. La lumière de Borisov est beaucoup plus polarisée que la lumière provenant des autres comètes que nous avons observées, et son nuage est parfaitement homogène. Cela suggère que Borisov n'a jamais interagi avec une autre étoile. Localiser l'étoile polaire est relativement aisé par une nuit claire. Il suffit simplement d'identifier la Grande Ourse. Les deux étoiles situées à l'extrémité de la casserole de cette constellation servent de repère et indiquent la direction de l'étoile polaire. Vous la voyez? C'est le bout du manche de la casserole. Ou, si l'on préfère, la queue de la petite ours, juste là. Depuis des siècles, l'étoile polaire fascine les observateurs. Également appelée Polaris, elle brille presque exactement au-dessus du pôle nord terrestre, ce qui en fait un repère précieux pour tout voyageur privé de boussole ou de GPS sur son téléphone. C'est aussi la céphéide la plus proche de notre planète, un type d'étoile qui oscille périodiquement en luminosité et en taille. De plus, Polaris appartient à un système binaire. Elle possède une compagne plus discrète, nommée Polaris B. Depuis la Terre, on peut d'ailleurs observer cette dernière en orbite autour de l'étoile polaire. Mais à mesure que les astronomes scrutent Polaris, leur perplexité grandit. Le principal obstacle réside dans l'incapacité à s'accorder sur sa taille et sa distance. Pour estimer ses paramètres, ainsi que son âge, les scientifiques utilisent plusieurs techniques. L'une d'entre elles repose sur l'évolution stellaire. Après avoir étudié la luminosité, la couleur et la fréquence des pulsations d'une étoile, les experts peuvent en déduire son éclat, sa taille et son stade d'évolution. Une fois ces paramètres établis, il devient relativement simple de calculer sa distance. Il s'agit d'une opération mathématique fondée sur la comparaison entre sa luminosité intrinsèque et l'intensité avec laquelle elle est perçue depuis la Terre.
Ces modèles sont particulièrement fiables pour des étoiles comme Polaris, dont la pulsation est directement liée à la luminosité. Cette relation permet d'estimer leur distance avec précision. Les astronomes font tellement confiance à cette approche qu'ils l'utilisent pour mesurer les distances à grande échelle dans l'univers, faisant des céphéides un outil fondamental en astronomie. Toutefois, d'autres méthodes d'analyse de l'étoile polaire entrent en contradiction avec ces modèles. Polaris est une étoile binaire astrométrique, ce qui signifie que son étoile compagne gravite autour d'elle en suivant une trajectoire bien définie. Depuis la Terre, cette orbite donne l'impression d'un cercle tracé autour de l'étoile principale. La révolution complète de l'astre secondaire prend environ 26 ans. Bien que les astronomes n'aient pas encore observé en détail l'ensemble de l'orbite de Polaris B, ils disposent de suffisamment d'éléments pour en déduire sa trajectoire. En appliquant les lois de la gravitation de Newton, ils peuvent ainsi calculer les masses des deux étoiles. Ces calculs, croisés avec les récentes mesures du télescope spatial Hubble, fournissent des estimations très précises. Ils indiquent que Polaris possède une masse environ 3,45 fois supérieure à celle du Soleil. Pourtant, cette valeur est bien inférieure à celle avancée par les modèles d'évolution stellaire, qui suggèrent une masse avoisinant 7 fois celle du Soleil. Il y a une autre particularité étrange dans ce système stellaire. En calculant l'âge des étoiles, les chercheurs ont découvert que Polaris B était beaucoup plus vieille que sa compagne. Ceci est très rare dans un système binaire, car en général, les deux étoiles sont du même âge. Une des explications possibles serait que l'une des mesures utilisées pour déterminer cet âge soit incorrecte. Polaris demeure une étoile difficile à étudier. En raison de sa position au-dessus du pôle Nord, elle échappe à la vue de la majorité des télescopes. Ceux qui disposent de l'équipement nécessaire pour mesurer ses propriétés avec une grande précision sont en général utilisés pour l'observation d'étoiles plus éloignées et moins lumineuses. Polaris, avec sa lumière intense, éblouit ces instruments, les empêchant de l'étudier correctement. Une théorie intéressante propose que l'étoile principale du système Polaris ait autrefois formé un système binaire, mais que les deux étoiles aient fusionné il y a plusieurs millions d'années. Cette collision aurait pu les rajeunir en leur apportant de la matière supplémentaire, ce qui leur donne l'air d'être plus jeunes qu'elles ne le sont réellement. Ce phénomène pourrait aussi expliquer d'autres anomalies, car les étoiles issues de telles collisions ne correspondent pas au modèle d'évolution classique. Cependant, il est important de noter qu'aucune de ces hypothèses n'a encore été confirmée. L'étoile polaire revêt une importance capitale. En raison de la rotation incessante de la Terre, les étoiles semblent se déplacer à travers le ciel. Et ce mouvement, combiné à l'inclinaison de la planète, est à l'origine des saisons. Si l'on traçait une ligne droite en prolongeant l'axe autour duquel la Terre tourne, et si l'on l'étendait sur plus de 300 années-lumière au-delà du pôle Nord, on aboutirait à l'étoile polaire. Polaris reste pratiquement immobile dans le ciel, pointant sans cesse vers le nord. Cela en fait un outil de navigation indispensable, particulièrement avant l'apparition des systèmes GPS. Si vous vous trouviez à l'équateur, l'étoile polaire serait juste au niveau de l'horizon, tandis qu'au pôle Nord, elle se situerait directement au-dessus de vous. En mesurant la hauteur de l'étoile dans le ciel, il est possible non seulement de s'orienter, mais également de déterminer votre position sur Terre avec une grande précision. Il est curieux de constater qu'il n'existe pas d'étoile équivalente au pôle Sud, car il n'y a pas d'astre suffisamment lumineux directement au-dessus de cette région. Toutefois, il est possible qu'une telle étoile apparaisse un jour. Ce phénomène pourrait être lié à la précession, le mouvement similaire à celui d'une toupie en rotation qui entraîne un changement progressif de l'orientation des pôles terrestres. Ainsi, dans les 26 000 ans à venir, il est possible que l'étoile du Nord change, passant de Polaris à d'autres étoiles. Un jour, Vega prendra la place de l'étoile polaire. C'est la 5e étoile la plus brillante du ciel nocturne et la 2e plus brillante de l'hémisphère céleste nord. Vega est également appelée Alpha Lyrae, car elle est l'étoile principale de la constellation de la Lyre. Elle a joué un rôle central pour les civilisations depuis l'Antiquité, grâce à sa grande luminosité et sa couleur bleue qui la rendent très reconnaissable. Vega a déjà été l'étoile polaire il y a plusieurs milliers d'années et devrait retrouver ce titre dans environ 12 000 ans. Cette étoile se trouve à seulement 25 années-lumière de la Terre et n'a que 450 millions d'années, soit bien moins que notre système solaire, âgé de 4,6 milliards d'années. Les astronomes l'étudient pour mieux comprendre les systèmes stellaires en formation. Vega se trouve presque directement au-dessus de nos têtes en été, aux latitudes moyennes nord.
Elle se cache derrière l'horizon pendant seulement 7 heures par jour et est visible toutes les nuits de l'année. En voyageant plus au sud, on s'aperçoit que Vega disparaît sous l'horizon pendant des périodes plus longues, mais en Alaska, au nord du Canada et dans certaines régions d'Europe, elle ne se couche jamais. Sa lumière bleu-blanc a été remarquée dans de nombreuses cultures parmi les plus anciennes, des Chinois aux Polynésiens en passant par les Hindous. Le nom de Vega peut se traduire par « chute » ou « rapt », faisant référence à la période où l'on voyait cette constellation comme un vautour en vol plutôt qu'une lyre. Vega a aussi été la première étoile à être photographiée, après le Soleil bien sûr. En 1850, des astronomes de l'observatoire du collège de Harvard ont utilisé un réfracteur de 38 cm pour la capturer en images. 20 ans plus tard, un astronome amateur a analysé la lumière de Vega, dévoilant ainsi les différents éléments qui composent l'étoile. En 2006, grâce aux observations télescopiques, les scientifiques ont découvert que Vega tournait à une vitesse telle que ses pôles étaient de plusieurs milliers de degrés plus chauds que son équateur. L'étoile effectue une rotation toutes les 12 heures et demie, atteignant 90% de sa vitesse de rotation critique, c'est-à-dire la vitesse à laquelle un objet risque de se désintégrer. En 2013, des chercheurs ont annoncé la découverte d'une ceinture d'astéroïdes autour de Vega, suggérant la possibilité de planètes parmi ces roches spatiales. Cette ceinture se divise en deux zones, une région extérieure composée d'astéroïdes glacés et une région intérieure avec des roches plus chaudes. Les scientifiques peuvent étudier des étoiles brillantes comme Vega grâce à la mission TSS de la NASA, dont le nom signifie Transiting Exoplanet Survey Satellite. Lancé en 2018, ce satellite dédié à l'observation de l'ensemble du ciel a pour objectif principal la recherche d'exoplanètes. Mais il permet également d'analyser la variabilité stellaire. En étudiant des étoiles comme Vega, TESS aide les scientifiques à mieux comprendre les premières étapes de l'évolution des étoiles. Imagine un être si puissant qu'il pourrait aspirer des galaxies entières, si mystérieux qu'il serait invisible à l'œil nu, et si impressionnant qu'il pourrait plier l'étoffe même de l'espace et du temps. Je te présente ma mère. Mais non, je plaisante. Il s'agit en réalité de l'ultime super-héros de notre univers, l'étoile Trou Noir. Mais qu'est-ce que c'est exactement? Nous allons voir ça. L'univers est rempli de merveilles, et cette étoile est l'une des plus impressionnantes d'entre elles. Sa force supermassive est capable de bousculer les lois de la physique, une véritable énigme que les scientifiques doivent encore élucider. Pas étonnant qu'elle fascine les auteurs de science-fiction. Une étoile trou noir, ou quasi-étoile, est une étoile hypothétique extrêmement massive et lumineuse qui pourrait avoir existé au commencement de l'univers. Selon nos calculs, elle brillait autant qu'une petite galaxie. Mais contrairement aux étoiles modernes, elle n'était pas alimentée par la fusion nucléaire. Son énergie provenait de la matière que le trou noir qu'elle possédait en son cœur aspirait. Et oui, tout comme un trou noir normal, ces étoiles avaient le pouvoir d'aspirer tout ce qui s'en approchait, des étoiles, de la poussière et même des galaxies. Mais comment est-il possible qu'une étoile naisse d'un trou noir? Et comment pouvait-il coexister? Voyons d'abord comment naissent les trous noirs en général. Tout commence par une étoile supermassive, c'est-à-dire une étoile faisant plusieurs fois la masse de notre Soleil. Cette étoile géante brûle intensément et brille de la lumière d'1 million de soleils. Hélas, elle finit par manquer de carburant. À la fin de sa vie, elle émet un énorme boom, une puissante explosion capable d'éclipser une galaxie entière. Ce type d'explosion porte le nom de supernova. Lors de ce boom, les couches extérieures de l'étoile partent dans tous les sens, tandis que le noyau se voit écrasé par sa propre gravité. Si le noyau est suffisamment lourd, il continuera à s'effondrer jusqu'à devenir un trou noir. Et celui-ci, par conséquent, naîtra. Et non, il n'a pas besoin de couches. Ce monstre cosmique grandira à partir de maintenant en avalant tout ce qui s'approche de lui. C'est en gros ce qui se passe actuellement dans notre univers, avec les étoiles supermassives. Mais les quasi-étoiles dans tout ça? La formation d'une quasi-étoile n'a pu avoir lieu qu'au début du développement de notre univers, avant que l'hydrogène et l'hélium ne se fassent contaminer par des éléments plus lourds. Pour cette raison, les quasi-étoiles présentent une caractéristique importante. Elles sont gigantesques, si énormes qu'il est littéralement impossible de les imaginer. Il est possible qu'elles aient été plus grandes que les plus grandes étoiles modernes connues, comme VY Canis Majoris et Stephenson 218. Pas étonnant qu'elles soient si effrayantes.
Elles naissaient de proto-étoiles, qui étaient parmi les premières étoiles de l'univers, les arrière-arrière-grands-pères de... eh bien, tout. Imagine maintenant une proto-étoile si massive que son cœur finisse par s'effondrer en un trou noir, comme nous l'avons décrit précédemment. Mais la différence essentielle, c'est que lors d'une supernova classique, les couches extérieures de l'étoile sont emportées par toute l'énergie libérée. En revanche, avec une quasi-étoile, 16 couches extérieures ont une masse suffisante pour absorber cette énergie et rester en place. Qu'obtient-on au final ? Une étoile avec, en son cœur, un trou noir pesant entre 1000 et 10 000 masses solaires. Cette quasi-étoile est environ 14 000 fois plus grande que notre Soleil. C'est la plus grosse étoile que nous connaissions à ce jour. Ces titans célestes ont des propriétés assez folles. Lorsqu'un trou noir se formait au centre d'une proto-étoile, elle se mettait à dégager des tonnes d'énergie. Cette énergie contribuait à équilibrer sa force de gravité, comme avec les étoiles à fusion nucléaire. Elle devenait alors si lumineuse qu'elle ressemblait à une petite galaxie. Ces étoiles avaient une durée de vie assez courte, de l'ordre de 7 millions d'années. À titre de comparaison, notre Soleil a environ 4,5 milliards d'années, et il n'en est qu'à la moitié de sa vie. Au cours de cette brève période, le trou noir atteignait une taille située entre 1000 et 10 000 fois celle de notre Soleil. On pense aussi que les quasi-étoiles étaient très chaudes, avec des températures dépassant les 9700 Celsius. Mais en vieillissant, elles commençaient à se refroidir, et leurs couches extérieures devenaient transparentes. Finalement, leur température n'était plus que d'environ 3800 Celsius. À ce moment, c'en était fini de nos quasi-étoiles. Elles ne pouvaient pas survivre à cette température. Elles se dissipaient donc, laissant derrière elles des trous noirs de masse intermédiaire. Bon, malheureusement, à l'heure actuelle, il n'existe aucune preuve concrète de l'existence de ces quasi-étoiles. Elles auraient seulement existé il y a très longtemps. Peut-être s'agissait-il d'étoiles dites de population 3, qui sont extrêmement rares et difficiles à détecter. Et il est très peu probable qu'elles existent encore aujourd'hui en raison de leur durée de vie très brève. 7 millions d'années, c'est court. Alors pourquoi les scientifiques croient-ils à l'existence de ces quasi-étoiles ? Parce qu'ils cherchent à expliquer comment des trous noirs supermassifs ont pu se former si tôt dans l'histoire de l'univers. On les trouve au centre de la plupart des galaxies. Mais comment ces monstres se sont-ils développés si rapidement ? Après tout, il faut énormément de temps pour qu'un petit trou noir se transforme en un trou noir supermassif. C'est de là que vient l'idée des quasi-étoiles. Ces étoiles ne sont pas simplement des titans destructeurs. Elles sont les championnes de la gravité. Elles peuvent plier et déformer n'importe quoi à leur guise. Voilà pourquoi, si elles ont réellement existé, on pense qu'elles ont joué un rôle crucial dans l'évolution des galaxies. Elles auraient tout contribué à façonner l'univers tel que nous le connaissons. Les trous noirs de taille intermédiaire qu'elles ont laissés derrière elles seraient finalement devenus les trous noirs supermassifs qui sont au centre des galaxies. Mais nous n'avons pas encore résolu ce mystère cosmique. La détection des étoiles trous noirs s'apparente à la recherche d'une aiguille dans une botte de foin. Sauf qu'au lieu d'une aiguille, il s'agit d'un objet invisible et mystérieux, et qu'au lieu d'une botte de foin, il s'agit de la vaste étendue de l'espace. À l'aide d'une technologie assez avancée et de beaucoup de matière grise, nos scientifiques tentent cependant de trouver des réponses. Voici quelques éléments qui peuvent nous aider. Tout d'abord, les ondes gravitationnelles. Ce sont des sortes d'ondulations dans l'étoffe de l'espace-temps causées par le mouvement d'objets massifs. Albert Einstein les a prédites au XXe siècle, mais elles n'ont été détectées qu'en 2015, alors que des scientifiques observaient une collision entre deux trous noirs. Cette découverte nous a appris que les trous noirs peuvent fusionner et qu'ils constituent une source puissante d'ondes gravitationnelles. Les scientifiques pensent qu'en étudiant ces ondes, ils pourront en savoir plus sur la formation et la croissance des trous noirs. Nous pouvons aussi essayer de détecter les quasi-étoiles en observant les effets de leur gravité sur leur voisinage. C'est un peu comme quand on essaye de trouver un criminel en examinant des empreintes digitales. Si par exemple un trou noir se trouve à proximité d'une étoile, nous pourrons observer la lumière de celle-ci se déformer. Bien sûr, nous pouvons utiliser nos technologies, les télescopes à rayons X ou à infrarouge, les radiotélescopes. Cela nous permet d'étudier les trous noirs de différentes manières et à différents stades de leur vie. Nous travaillons donc d'arrache-pied pour découvrir ce qui se cache derrière ces géants célestes.
Nous développons en permanence de nouveaux télescopes à la recherche des trous noirs primordiaux, et nous essayons de comprendre ce qui lie les étoiles trous noirs à la matière noire. Cela nous mène à des découvertes assez incroyables, comme avec les ondes gravitationnelles. Nous espérons ainsi un jour percer le mystère des quasi-étoiles. Lorsque nous aurons découvert la vérité, nous aurons tourné une nouvelle page de notre histoire scientifique. Y a-t-il de véritables monstres de l'espace autour de nous? Eh bien, naturellement, il n'y a pas d'énormes créatures faites d'étoiles qui volent à travers l'univers. Cependant, il existe certaines choses dans l'espace qui nous rappellent vraiment nos cauchemars. La première est une région de la nébuleuse de l'Aigle, également connue sous le nom de Messier 16, une merveille située dans la constellation du Serpent. Cette nébuleuse éblouissante a été découverte au XVIIe siècle et doit son surnom à l'impression visuelle qu'elle renvoie. Si vous la regardez bien, elle ressemble à un aigle géant, volant à travers l'univers. C'est un jeune amas d'étoiles. Situé très loin, à environ 5700 années-lumière de la Terre, la nébuleuse de l'Aigle s'étend sur une région grande d'environ 70 années-lumière sur 50. En comparaison, notre système solaire entier ne s'étend que sur 2 années-lumière de long, la distance entre le Soleil et Pluton n'étant que d'environ 5 heures-lumière. Cette nébuleuse colossale abrite plus de 8000 étoiles. Et l'une d'entre elles est particulièrement brillante. C'est un duo d'étoiles massives, dont l'une est environ 80 fois plus lourde que notre Soleil. Et la nébuleuse génère activement de nouveaux astres. Chaque jour, le gaz et la poussière à l'intérieur sont compressés par le rayonnement intense et les vents stellaires provenant d'énormes étoiles au sein de l'amas, ce qui entraîne la naissance de nouvelles étoiles. Et enfin, au cœur de cette nébuleuse se trouvent les emblématiques piliers de la création. Ce sont d'immenses colonnes de poussière et de gaz, déclinées en nuances de bleu, de rouge et de vert. Elles servent activement de pouponnières stellaires. Ces nuages sombres se rassemblent lentement pour donner naissance aux futures étoiles, façonnant les matériaux riches et complexes que l'on trouve dans l'univers. Les piliers de la création s'étendent sur environ 4 à 5 années-lumière, soit environ 2 fois la taille de notre système solaire tout entier. La nébuleuse de l'Aigle est particulièrement intéressante pour les astronomes. C'est un endroit idéal pour étudier la naissance et l'évolution des étoiles, et la beauté de cet endroit est stupéfiante. Cependant, elle est plus fascinante qu'effrayante, contrairement aux monstres suivants. Les quasars, fascinantes centrales électriques, alimentées par des trous noirs supermassifs au cœur des galaxies. Ces trous noirs représentent des millions, voire des milliards de fois la masse de notre Soleil. La matière tourbillonne en eux, formant un brillant disque d'accrétion. La gravité à l'intérieur génère une énergie intense à travers tout le spectre lumineux, faisant briller les quasars de façon éclatante. Parfois, ils peuvent même éclipser des galaxies entières. Ces monstres cosmiques ont intrigué les astronomes pendant des décennies. Les quasars ont l'apparence d'étoiles normales, mais présentent des niveaux d'énergie inégalés. Leur nom est la contraction de sources de rayonnement astronomique quasi-stellaires. Et ils rayonnent à travers l'entièreté du spectre. Ondes radio, lumière visible, lumière ultraviolette, rayons X et rayons gamma. Nous captons leurs signaux depuis de nombreuses années, mais nous ne les avons aperçus pour la première fois que dans les années 60. Les quasars figurent parmi les objets les plus anciens de notre univers. Leur éclat, parcourant des milliards d'années-lumière, nous aide à en apprendre davantage sur les premiers jours de l'univers, lorsque ces monstres abondaient encore. Ils se sont progressivement assombris au fil du temps. Nous ne pouvons donc qu'imaginer à quel point ils brillaient alors. L'un des quasars les plus emblématiques se dénomme UJ-LQG. Ce n'est pas un monstre, c'est un immense groupe de 73 quasars. Ensemble, ils couvrent 4 milliards d'années-lumière et brillent plus que 100 voies lactées. Il nous est impossible de concevoir une telle chose. Le prochain monstre est ce que l'on appelle un pulsar. Lorsqu'une grande étoile arrive à court de combustible, elle explose. Ce qui reste après cela est une étoile à neutrons, laquelle a une masse plusieurs fois supérieure à celle de notre Soleil, mais compressée dans une sphère de la taille d'une petite ville. Elles sont incroyablement denses. Parfois, elles décident de faire équipe avec un ami, comme une étoile compagne. Si cette dernière partage sa substance avec l'étoile à neutrons, les choses peuvent vite déraper. Cette matière supplémentaire pourrait faire s'effondrer l'étoile à neutrons, la rendant encore plus dense. Dans ce cas, elle se transformerait en une étoile à quarks. Mais si cela n'arrive pas,
l'étoile à neutrons emprunte une autre voie. Cette incroyable densité signifie que les protons et les électrons de l'étoile s'effondrent les uns sur les autres, formant une mer de neutrons, des particules sans charge électrique. C'est à ce moment que naît ce qu'on appelle un pulsar. Les pulsars sont dotés d'un incroyable rayonnement électromagnétique, et ils arborent des champs magnétiques plusieurs milliards de fois plus puissants que celui de la Terre. La fête commence lorsque ce pulsar magnétisé à l'extrême commence à tourner. Et ce n'est pas une rotation tranquille. Les pulsars peuvent tourner plusieurs centaines de fois par seconde. Ce sont les objets les plus rapides de tout l'univers. Alors que le pulsar tourne sur lui-même, il émet de puissants faisceaux de rayonnement électromagnétique. Ceux-ci agissent comme des phares, balayant l'univers à chaque rotation. Si la Terre se trouve sur la trajectoire de l'un de ces faisceaux, les astronomes détectent des impulsions de rayonnement. C'est de là que vient leur nom de pulsar. Voici maintenant un corps étroitement lié au pulsar, une étoile zombie. Parfois, même après que l'étoile a atteint la fin de sa vie pour se transformer en supernova, elle ne disparaît pas complètement. Il se peut qu'il reste de la matière. Et dans ce cas, elle se transforme en une sorte de zombie céleste. Ces étoiles zombies se manifestent souvent par paires, une étoile cédant aux besoins de sa petite compagne. Elle se comporte comme un vampire et se nourrit des étoiles proches dont elle absorbe l'hydrogène afin de revenir à la vie. Lorsqu'elle atteint la taille d'une planète, elle explose à nouveau en une brillante supernova, détruisant l'étoile dont elle s'est nourrie. Les étoiles zombies ne sont pas difficiles en matière de nourriture, et elles ne se cantonnent pas à dévorer des étoiles. L'une d'elles se trouve dans la constellation de la Vierge, et elle ne se contente pas de grignoter les astres environnants. Elle dévore l'énergie et la matière de ces planètes. Et tout comme les véritables zombies sont toujours en quête de plus de nourriture, ces étoiles voyagent à travers les galaxies. Récemment, nous en avons découvert une autre dans une galaxie lointaine. Elle a voyagé et évolué au fil du temps, devenant progressivement plus lumineuse. Et ce spectacle a débuté il y a plusieurs millions d'années, à l'époque des dinosaures. L'étude de ces astres peut nous aider à mieux comprendre comment fonctionnent les corps célestes dans des conditions extrêmes. Elle nous aide également à percer les secrets des particules fondamentales et à explorer la physique de ces restes stellaires hyper denses. Maintenant que nous nous sommes intéressés aux zombies, il existe aussi des vampires cosmiques. Les étoiles dites traînardes bleues défient le vieillissement en ponctionnant l'énergie de leurs voisines. Elles apparaissent plus jeunes et plus bleutées que leur ancien voisinage en raison de cela, ce qui confond les pauvres astronomes quant à leur âge véritable. Les scientifiques ont étudié 21 de ces traînardes bleues dans un amas d'étoiles vieux de 7 milliards d'années situé loin de nous. C'est alors qu'ils ont fait une percée. Ils avaient d'abord supposé qu'elles étaient le fruit de fusion ou de collision. Mais ensuite, les scientifiques ont révélé que ces étoiles cupides se nourrissant des étoiles voisines pour rester éternellement jeunes. Bien que cette découverte explique la plupart des traînardes bleues, quelques-unes demeurent mystérieuses. Ce qui signifie qu'elles ont probablement des origines variées. Les chercheurs prévoient de mettre le télescope spatial Hubble à profit pour détecter leurs compagnonnes cachées et en apprendre davantage sur elles. Notre dernier monstre est un véritable léviathan électrique. En 2011, les astronomes ont découvert un jet colossal, jaillissant d'une galaxie au nom fort pratique de 3C303. Elle se situe à 2 milliards d'années-lumière. Ce qui a rendu cette découverte véritablement survoltée était son courant électrique. Un incroyable trillion d'ampères. Pour comparaison, une ampoule ordinaire peut à peine atteindre 1 ampère. Cela équivaut à 1000 milliards d'éclairs. Ce jet, alimenté par un trou noir supermassif au cœur de la galaxie, s'étend sur plus de 150 000 années-lumière, dépassant l'envergure de la Voie lactée. Cette galaxie peu lumineuse, observée pour la première fois dans les années 80, est restée cachée pendant longtemps. Nous ne l'avons découverte qu'à force de capter différentes longueurs d'onde. D'ordinaire, ces jets émergent de galaxies comprenant des trous noirs supermassifs en activité. Seuls environ 10% présentent des jets visibles qui recrachent de la matière. Le secret du courant record de cette petite galaxie réside dans l'hyperactivité de son trou noir. Celui-ci génère un champ magnétique intense, lequel donne naissance à ce léviathan électrique. Ainsi, non seulement avons-nous découvert le courant électrique le plus puissant de l'univers,
Mais cela nous a également donné une occasion rare de nous pencher sur l'un de ces jets cosmiques. Les scientifiques continuent d'instant de perfectionner leur équipement pour l'étudier plus en détail, afin que nous puissions en apprendre davantage à son sujet. Un mur de feu se répand autour de l'épicentre de l'impact. Il brûle tout sur son passage. Les vagues soulevées par l'explosion déferlent sur les grandes villes. Et les tremblements de terre sont si puissants que les immenses gratte-ciels s'écroulent comme des châteaux de cartes. Ce sont les conséquences possibles de la collision avec le premier objet interstellaire de l'histoire à travers notre système solaire. Nous l'avons découvert en 2017, mais nous ne sommes toujours pas sûrs de ce dont il s'agit exactement. Un astéroïde, une comète ou le vaisseau spatial d'une civilisation extraterrestre. Pour l'instant, les scientifiques l'ont nommé Oumuamua. Ce mot hawaïen sonne un peu comme le cri de la vache à nos oreilles, je te l'accorde. Quoi qu'il en soit, sa vitesse est beaucoup plus grande que celle des autres astéroïdes, environ 87 km par seconde. À cette vitesse, tu pourrais traverser les États-Unis d'une côte à l'autre en moins de 3 minutes, et donc cet astéroïde pourrait voyager de la Terre au Soleil en environ 2 mois. En comparaison, nos fusées peuvent voyager jusqu'à 27 000 km par heure. Le même voyage d'un bout à l'autre des États-Unis leur prendrait environ 9 minutes. De nombreux scientifiques supposent donc qu'il s'agit d'un objet artificiel créé par une civilisation très avancée. D'accord, la forme de l'objet joue en faveur de cette théorie. Il est long et étroit et ressemble à un vaisseau spatial. Il fait environ 800 mètres de long, ce qui est bien plus grand que la tour Eiffel. Les scientifiques ont voulu savoir si Oumuamua était vraiment un vaisseau spatial et ils ont orienté leur radiotélescope vers lui. Si la civilisation à bord de ce vaisseau utilisait des systèmes de communication ou nous observait avec leur technologie, nous l'aurions découvert. Mais ils n'ont perçu qu'un grand silence, un peu comme ça, pas une seule onde radio. Mais cela ne réfute pas la théorie de la civilisation extraterrestre. Pour en avoir le cœur net, nous avons décidé de déterminer le poids de l'objet. Pour ce faire, nous utilisons la lumière, plus précisément sa réflexion. Différents matériaux reflètent la lumière différemment. Prenons une pierre noire inconnue par exemple. Elle absorbe presque toute la lumière et ne reflète pratiquement rien. Regarde ensuite dans le catalogue, c'est du charbon de bois. En connaissant la taille et le matériau de l'objet étudié, nous pouvons déterminer son poids. Nous devions donc voir quelle quantité de lumière cet objet réfléchit, et lorsque les scientifiques ont pointé leur télescope sur Oumuamua, ils ont découvert qu'il reflète des couleurs qui correspondent au fer et aussi à certaines roches solides. Et aussi que Oumuamua clignotait tout le temps. Une vive lumière soudaine qui s'éteint lentement peu après, puis qui se remet à briller. Cela signifie qu'il tournait. Et il ne tournait pas autour de son axe comme une flèche, il tournait de façon chaotique, changeant de position sans cesse. Tout objet artificiel ou vaisseau spatial aurait été détruit par de tels mouvements. Mais Oumuamua est toujours intact. Cela veut dire que les matériaux dont il est fait sont super durs et qu'il ne risque pas de se désagréger de sitôt. Et il n'est pas creux comme un vaisseau spatial. C'est un corps solide. Et oui, comme moi. Sa vitesse stupéfiante le rend assez mystérieux. Certaines comètes peuvent atteindre la même vitesse ou même une vitesse supérieure. Mais cela est dû à ce qu'on appelle l'effet fusée. Quand un vaisseau spatial décolle de sa rampe de lancement, tu vois du feu jaillir de ses moteurs. Chaque seconde, la fusée mélange son carburant à l'oxygène, ce qui produit ces flammes. Et elle se voit propulsée à une vitesse fulgurante. Selon les lois de la physique, c'est comme si tu prenais appui sur un mur pour sauter. La fusée saute en quelque sorte vers le haut grâce au gaz de combustion qu'elle projette. C'est ainsi qu'une fusée crée la poussière nécessaire et accélère. Les comètes fonctionnent sur un principe similaire. Les rayons du soleil frappent la surface de la comète, les éléments légers comme la glace commencent à s'évaporer, ce gaz va dans un sens et la comète dans l'autre. Comme une fusée, la comète est poussée par le gaz qui s'évapore et ainsi elle accélère. Ce gaz vient aussi former la longue queue de la comète. C'est comme si l'énorme rocher entraînait tout ce gaz derrière elle, ou comme si une voiture entraînait l'air avec elle en roulant à grande vitesse. Mais Oumuamua n'est pas une comète, et il n'a pas cette queue, et il n'est pas soumis à cet effet fusée dont je viens de parler, donc il n'aurait pas dû atteindre cette vitesse. Mais certains scientifiques pensent que Oumuamua avait autrefois une queue, bien que nous l'ayons découvert en 2017, il est dans notre système solaire depuis 1995, et à cette époque, les rayons du soleil le touchaient déjà. Lorsque nous avons découvert cet astéroïde, il avait déjà perdu environ 95% de sa masse, c'est-à-dire qu'il s'est tout simplement évaporé. D'autres scientifiques pensent que Oumuamua a acquis cette vélocité dès sa naissance quelque part dans un autre système stellaire ou dans une nébuleuse.
Il a peut-être eu une collision spectaculaire entre une exoplanète et un autre objet cosmique. L'énergie explosive colossale de la collision aura projeté ce caillou de forme oblongue dans l'espace. Il a pu s'agir encore de l'explosion d'une supernova. Lorsqu'une étoile atteint la fin de sa vie, elle se transforme en géante rouge, elle se met à gonfler et devient des centaines de fois plus grosse. Ensuite, elle rétrécit et explose avec une puissance formidable. Les ondes de l'explosion peuvent se propager à plusieurs années-lumière de l'épicentre, et c'est l'un des événements les plus lumineux de l'univers. Une supernova pourrait donc avoir réduit une exoplanète en morceaux. Et l'un de ces morceaux, Oumuamua, aurait accumulé énormément d'énergie et de vitesse et commencé son long voyage vers la Terre. Cela pourrait expliquer pourquoi Oumuamua continue de tourner si violemment. Mais récemment, des scientifiques ont publié une théorie selon laquelle Oumuamua pourrait être un bloc de glace géant. La glace à laquelle nous sommes habitués est de l'eau H2O, mais Oumuamua pourrait être de la glace d'azote N2. Il serait resté intact dans l'espace interstellaire pendant 500 millions d'années et en arrivant dans notre système solaire, la glace d'azote aurait réfléchi les 2/3 des rayons du Soleil. Ainsi, il ne serait pas énormément réchauffé. Cela expliquerait pourquoi Oumuamua ne possède pas de queue. On retrouve la même glace d'azote sur Pluton ainsi que sur Triton, l'une des lunes de Neptune. Donc, Oumuamua proviendrait d'une exoplanète glacée de ce type. Mais nous ne pourrons en être sûrs qu'en y envoyant une sonde spatiale. Les scientifiques ont élaboré un plan pour cela, appelé projet Lyra. Le problème, c'est que Oumuamua traverse notre système solaire à une vitesse incroyable, bien plus vite que n'importe quelle fusée d'invention humaine. Et nous devons rattraper ce caillou spatial le plus vite possible avant qu'il ne s'éloigne trop. Pour ce faire, nous pouvons nous servir de la gravité. Tout d'abord, la sonde spatiale survolera Jupiter. Elle passera près de cette planète et profitera de son immense gravité pour accélérer. Ensuite, notre sonde se dirigera vers le Soleil. Elle le contournera d'aussi près que possible afin d'être projetée comme par une catapulte vers le rocher spatial. La deuxième option pour atteindre l'astéroïde serait d'utiliser des microsondes. Nous devons en lancer environ 1 millier en orbite. Elles ne doivent pas être plus lourdes qu'une allumette. Chacune d'entre elles sera dotée d'une voile lumineuse de la taille d'un ring de boxe. Ensuite, nous concentrerons un puissant rayon laser depuis le sol sur cette voile. Cela nous permettra d'accélérer la sonde à environ 20% de la vitesse de la lumière. Il ne faut bien sûr pas qu'elle aille trop vite et passe à côté de l'astéroïde. Elle doit être en mesure d'entrer dans son orbite et de se poser dessus. Mais si nous sommes trop lents, Oumuamua quittera notre système solaire avant que nous puissions le rattraper. C'est une expérience très importante car à l'avenir, nous pourrions utiliser de tels astéroïdes comme des taxis spatiaux. Il nous suffira d'entrer dans l'orbite d'un astéroïde interstellaire ou même d'atterrir dessus. Ensuite, nous pourrons nous déplacer dans l'espace à des vitesses incroyables sans utiliser le moindre carburant. Ce serait une excellente option pour voyager sur de longues distances ou pour livrer du matériel dans d'autres systèmes stellaires. Alors pourquoi devrions-nous avoir peur de tels objets ? Une collision avec un astéroïde de la taille de Oumuamua pourrait anéantir un État entier. S'il devait tomber quelque part dans l'océan, il pourrait provoquer des vagues plus hautes que nos plus hauts gratte-ciel. Les scientifiques cherchent sans relâche des moyens de nous protéger contre de tels objets. L'un de ces moyens est le bélier. Si nous repérons un objet potentiellement dangereux, nous pouvons envoyer un vaisseau spatial vers lui. Et pédale au plancher, le vaisseau spatial devra rentrer dans l'astéroïde à un angle qui permettra de modifier un tout petit peu sa trajectoire. Le déplacer excessivement à l'échelle cosmique changerait radicalement sa destination finale et il suffit pour nous que l'astéroïde passe devant notre planète. Nous pouvons aussi créer une explosion contrôlée sur l'astéroïde. Le principe est le même. La force de l'explosion devrait modifier légèrement la trajectoire de l'astéroïde ou briser le gigantesque rocher en fragments moins dangereux. Les astéroïdes qui font jusqu'à 24 mètres de large se consument complètement dans notre atmosphère à cause de la friction de l'air. Les roches d'une taille comprise entre 24 et 800 mètres peuvent ne pas brûler complètement et causer des dommages localisés. Tout ce qui est plus grand est considéré comme très dangereux. Ah ouais ? Dans les films de science-fiction, la méthode habituelle consiste à placer des moteurs de fusée sur les astéroïdes. Grâce à cela, nous devrions être en mesure non seulement de modifier leur trajectoire, mais aussi de les contrôler. Et nous pourrions les utiliser ensuite contre d'autres astéroïdes, un peu comme si on jouait au billard dans l'espace.